Bonjour et bienvenue. Dans cette session, nous évoquerons les enjeux de l'adaptation aux effets du changement climatique, les multiples défis que cette épineuse question soulève, y compris les difficultés pour concevoir et mettre en œuvre des actions qui font sens, alors même qu'il y a urgence à agir, et enfin les différentes approches qui existent aujourd'hui pour financer des politiques, programmes ou projets d'adaptation. Je vous invite à explorer ce sujet aussi crucial que passionnant, qui bouscule déjà nos manières traditionnelles de penser et d'agir. Alors tout d'abord, l'adaptation au changement climatique, de quoi s'agit-il? Les prédictions sont sans appel. Les engagements actuels de réduction d'émissions, tels qu'établis dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, celui de la COP21, se traduiront par une augmentation de la température moyenne sur Terre d'environ 3 degrés d'ici la fin du siècle, voire 4 degrés selon les estimations les moins optimistes. Les impacts d'un tel réchauffement climatique sur les territoires, les ressources et les modes de vie sont inédits et encore très mal maîtrisés. Les pays moins avancés et les petits États insulaires seront sans doute les plus touchés, notamment par l'accroissement des risques naturels, l'élévation du niveau de la mer, le stress hydrique, la désertification ou encore la modification de la pluviométrie. Il existe aujourd'hui de nombreuses définitions de l'adaptation. Aucune n'est universelle ni parfaitement satisfaisante. On peut cependant reprendre ici la terminologie utilisée par le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, dans son plus récent rapport sur le sujet. Le graphique montre les notions essentielles à avoir en tête. Le risque d'incidence, c'est-à-dire les effets sur les systèmes naturels et humains liés au changement climatique, est en fait fonction de 3 facteurs premiers. La nature et la magnitude des aléas climatiques à venir, le degré d'exposition à ces aléas, et enfin la vulnérabilité, c'est-à-dire la prédisposition à être affecté par une exposition à un aléa donné. Ces aléas, exposition et vulnérabilité, sont eux-mêmes dépendants des processus socio-économiques, y compris par exemple l'ampleur des actions d'atténuation, et des changements du système climatique, qu'ils soient naturels, la variabilité, ou dus à l'homme, on parle alors des effets anthropiques. Dans ce cadre, le GIEC définit l'adaptation comme, je cite, « démarche d'ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu'à ses conséquences. Dans les systèmes humains, il s'agit d'atténuer ou d'éviter les effets préjudiciables et d'exploiter les effets bénéfiques. Dans certains systèmes naturels, l'intervention humaine peut aussi faciliter l'adaptation au climat attendu ainsi qu'à ses conséquences. Atténuation et adaptation sont 2 actions complémentaires. Des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont nécessaires pour limiter le réchauffement global, mais ne sont évidemment pas suffisantes pour écarter tous les risques. La question de l'optimum économique entre ces 2 actions est traitée dans de très nombreuses études. Le fameux rapport Stern sur l'économie du changement climatique, publié en 2006, avait conclu que les coûts pour stabiliser le climat, c'est-à-dire l'atténuation, sont importants mais gérables, environ 1% du PIB, mais que retarder les actions d'atténuation et subir des changements climatiques importants serait dangereux et bien plus coûteux, avec des estimations de coûts entre 5 à 20% du PIB. S'adapter, malheureusement, c'est tout sauf simple. L'adaptation n'est pas une option. Quelle que soit l'ambition des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un changement climatique est devenu inévitable. S'adapter à ces changements devient une urgence. Mais comment s'y prendre? Le changement climatique bouleverse de nombreux volets du développement des pays. Les impacts du changement climatique sont plus facilement appréhendables dans les secteurs de l'eau ou de l'agriculture. Mais d'autres domaines, a priori moins liés au climat, sont tout aussi concernés. Il en va ainsi des villes, des infrastructures ou de nombre d'activités industrielles par exemple. C'est donc l'ensemble du développement des pays qui est ainsi potentiellement compromis par les impacts du changement climatique. A l'inverse, les actions de développement ont un rôle à jouer pour réduire la vulnérabilité d'une société au changement climatique et augmenter sa capacité à s'y adapter. Il n'y a pas, a priori, de lien automatique entre développement et réduction de la vulnérabilité.
Si la lutte contre la pauvreté et la croissance économique sont réputées permettre une plus grande résilience et une adaptation plus facile, des actions de développement qui ne prennent pas en compte le changement climatique peuvent aussi augmenter la vulnérabilité des sociétés ou des écosystèmes. Par exemple, autoriser le développement urbain dans des zones qui pourraient être inondées à l'avenir du fait du changement climatique. Les liens entre les dimensions socio-économiques d'un pays et les évolutions du climat sont variés, complexes et parfois insoupçonnés. L'adaptation au changement climatique est un sujet encore jeune, mais quelques années de pratique ont dévoilé un certain nombre de défis qui entravent sa mise en œuvre concrète. Un premier défi concerne les liens très forts entre adaptation et développement. Les projets visant exclusivement l'adaptation sont en fait très rares. La prise en compte du changement climatique n'est somme toute qu'une composante d'un développement réussi et durable. L'adaptation au changement climatique se traduit ainsi souvent par des inflexions d'un development as usual. Par exemple, en modifiant les normes de construction ou encore en s'assurant que les hypothèses qui sous-tendent un investissement résistent bien à des risques climatiques potentiels. Au final, la grande majorité des projets labellisés adaptation sont des projets et programmes de développement classiques qui participent à l'adaptation des pays. Il se peut dans certains cas que ces inflexions ne soient pas suffisantes et que les impacts du changement climatique requièrent certaines ruptures dans les pratiques ou les tendances actuelles. Il faut alors identifier les réorientations nécessaires en analysant le sujet de manière plus stratégique, systémique et à long terme, plutôt que projet par projet. Les mesures à prendre peuvent être par exemple d'ordre économique, non-viabilité de marchés actuels, création de nouveaux marchés, diversification économique, etc. Ou bien des mesures d'aménagement du territoire, comme l'abandon de certaines zones habitées, l'évolution de la localisation des bassins d'emploi ou des équilibres ville-campagne à revoir. Pour ce faire, des études approfondies et holistiques des impacts du changement climatique sur un pays ou un territoire peuvent être extrêmement utiles. L'adaptation est un sujet transversal par essence. Il n'y a pas de secteur, de domaine, d'infrastructure, ni de décision qui ne soit pas concerné ni connecté au climat, directement ou indirectement. Ainsi, il est essentiel d'assurer sa prise en compte par l'ensemble des secteurs et d'éviter d'en limiter la connaissance au sein d'une unique administration, par exemple, comme c'est malheureusement souvent le cas, le ministère de l'Environnement qui est uniquement en charge de ces questions au sein des gouvernements. Il semble enfin qu'il n'existe pas de recette miracle pour l'adaptation d'une société au changement climatique, à quelque échelle que ce soit. Il ressort de la courte expérience internationale de mise en œuvre de l'adaptation que, sur ce sujet, peut-être encore plus qu'ailleurs, il y ait une nécessité de bien situer dans leur contexte spécifique les mesures proposées et les actions menées. Les déterminants de la vulnérabilité et de la capacité d'adaptation sont éminemment locaux. Ceci rend encore plus délicate la priorisation des actions à mener à une échelle nationale ou régionale. Un deuxième grand défi concerne l'incertitude. À l'heure actuelle, les modèles de projection climatique à long terme sont globaux ou au mieux régionaux et ont beaucoup de mal à rendre compte des évolutions aux échelles locales qui sont souvent celles des décisions et des investissements. Par ailleurs, ces modèles fournissent des indications sur les évolutions des températures et précipitations moyennes à long terme, mais pas des événements extrêmes comme les inondations, les sécheresses ou les ouragans qui sont souvent dévastateurs. Il n'est pas certain que l'amélioration des modèles de projection climatique et des diagnostics et connaissances locales, qu'il convient évidemment de soutenir, permettront un jour de caractériser tous les risques climatiques. D'autant que ces risques dépendent aussi de la manière dont l'humanité mènera le combat pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et il faudra parfois agir sans attendre de bien savoir. L'adaptation et son incertitude bousculent nos modes de pensée et de faire traditionnels. Depuis la révolution industrielle, nos sociétés modernes sont marquées par l'avancée inéluctable du progrès et une certaine illusion de contrôle. Les défis de l'adaptation montrent qu'il faudra désormais
combiner ces aspirations avec la reconnaissance de l'incomplétude de nos connaissances et le principe de précaution. De nombreux sociologues, comme par exemple Edgar Morin ou Bruno Latour en France, nous alertent à ce sujet depuis plusieurs décennies. Et maintenant, que peut-on financer? Compte tenu des différentes dimensions de l'adaptation et des défis qui y sont liés, quelques grandes catégories d'actions peuvent être financées. Tout d'abord, informer et sensibiliser. Il s'avère évidemment indispensable d'améliorer les diagnostics et les connaissances locales pour que les pays puissent commencer à établir des politiques de développement et des plans d'action intégrant l'adaptation. Nombre d'acteurs ne disposent même pas de ces connaissances de base et ne sont pas sensibilisés à ces risques. Autre action possible, se protéger du changement climatique. Des projets de développement élaborés sans prendre en compte la contrainte spécifique du changement climatique peuvent en subir les impacts négatifs pendant toute leur durée de vie. Il y a donc un enjeu, d'une part, à évaluer la vulnérabilité des projets existants et, d'autre part, à intégrer progressivement une analyse de risque liée au changement climatique dans les processus d'élaboration et de sélection des futurs projets. Si on ne le fait pas, on augmente le risque de ne pas atteindre les impacts de développement des financements ou bien la rentabilité des actions. Ainsi, la prise en compte du changement climatique est une démarche qui réduit les risques des investisseurs publics et privés, des États, des banques, des sociétés privées, des collectivités locales. Une autre catégorie d'actions qui peut être également financée revient à favoriser l'adaptation. Les acteurs financiers de l'adaptation, et notamment les agences ou banques de développement comme l'Agence française de développement, doivent avoir un rôle moteur en promouvant systématiquement l'adaptation auprès de leurs partenaires. Cela peut être fait de deux manières parallèles. Tout d'abord, en travaillant sur la soft adaptation, c'est-à-dire l'aide à l'élaboration de politiques de développement intégrant l'adaptation. Il y a une grande urgence à soutenir les pays en développement dans l'élaboration de ce type de politique publique. En effet, la majeure partie des actions d'adaptation dans ces pays est encore cantonnée, très souvent, à des projets de taille relativement réduite et sans grande cohérence entre eux. Surtout, leur élaboration ou leur financement se fait sans vision d'ensemble solide des impacts du changement climatique et des vulnérabilités à une échelle régionale ou nationale. Il y a par ailleurs peu de priorisation de la part du pays, qui n'a souvent pas les informations nécessaires, que ce soit les diagnostics des impacts et des vulnérabilités, les mesures potentielles, les évaluations des coûts, etc. Il n'y a donc bien souvent pas de réel plan d'action d'adaptation et les propositions sont généralement des listes de projets sans ordre de priorité. Une agence ou banque de développement peut favoriser une vision davantage stratégique de l'adaptation dans un pays partenaire en soutenant l'élaboration d'études préliminaires, par exemple. Leur but est alors d'identifier les besoins en matière d'adaptation et de permettre une approche stratégique et priorisée des actions à mettre en œuvre. Il peut s'agir également d'appuyer à la mise en place de politiques de développement intégrant l'adaptation et d'appuyer des plans d'action et d'investissement qui en découlent et en promouvant également, point extrêmement important, des dispositifs de gouvernance adéquats qui permettent de faire tout ceci. Une deuxième manière de favoriser l'adaptation concerne la hard adaptation, c'est-à-dire le soutien à des investissements spécifiques d'adaptation. On retrouve ici des investissements dits sans regret, qui renforcent la résilience tout en générant des bénéfices économiques, sociaux ou environnementaux indépendamment des changements du climat. On parle alors de co-bénéfices. De telles mesures sont par exemple l'entretien de réseaux de drainage, la mise en place de systèmes d'alerte précoce en cas d'épisodes climatiques extrêmes, la gestion intégrée des zones côtières, la diversification du mix énergétique, ou encore l'efficacité énergétique qui engendre la diminution de la dépendance à des ressources énergétiques potentiellement impactées par les évolutions du climat. Parfois, les risques climatiques sont suffisamment caractérisés et les politiques de développement et d'aménagement du territoire parviennent alors à prendre en compte l'adaptation et à déterminer des plans d'action. Malheureusement, ce cas de figure est encore bien rare de nos jours. On peut alors financer des investissements de prévention à coût additionnel, mais qui sont économiquement justifiés au vu de ces risques. Il peut s'agir d'ouvrages de protection comme les digues,
de surélever des barrages, de renforcer des ouvrages d'art, des routes, des réseaux de transport, d'énergie ou de télécommunications, des bâtiments, par exemple. Lorsque les risques sont insuffisamment caractérisés et que l'incertitude prévaut, ce qui arrive fréquemment, on peut alors financer des investissements liés à des mesures de précaution permettant de renforcer la robustesse au plus grand nombre de changements possibles des conditions climatiques. Il peut également s'agir d'introduire de la flexibilité et la possibilité de revenir régulièrement sur des décisions prises pour réagir avec davantage d'efficacité en fonction des progrès de la connaissance, en fonction de l'ampleur des changements du climat ou de l'évolution de la perception des risques par la société. Cette approche, dite d'adaptation progressive, conduit souvent à moduler et fractionner l'investissement et à promouvoir la réversibilité des décisions prises. Ce n'est pas simple à faire, notamment dans le domaine des infrastructures, qui ont de longues durées de vie. Mais on peut ici, par exemple, imaginer de renforcer des fondations d'ouvrages tels qu'un barrage, mais pas forcément de son ensemble, afin de ne pas surinvestir trop tôt ou trop vite et éviter de se retrouver dans l'impasse de la maladaptation, et en se gardant la possibilité d'agir ultérieurement en fonction de l'évolution de la situation. Quoi qu'il en soit, la mise en débat public de ces questions s'avère indispensable pour assurer leur appropriation par le plus grand nombre, pour déterminer les niveaux d'acceptabilité sociale des risques et des incertitudes et faciliter ainsi la prise de décision. Les financements sur prêt s'avèrent en général appropriés pour les investissements dits sans regret ou lorsqu'ils sont liés à la mise en œuvre d'un plan d'investissement national ou local. Dans les autres cas de figure, des financements très concessionnels, voire de la subvention, peuvent s'avérer nécessaires. Cependant, certaines mesures de précaution peuvent générer des économies à court terme et de ce fait ne nécessiter aucun financement additionnel. C'est par exemple le cas lorsque l'on décide de réduire l'ampleur d'un investissement lourd en attendant d'en savoir davantage sur son utilité à moyen et long terme en fonction des évolutions du climat et de la demande pour cet investissement. Par exemple, un passage à gué inondé quelques jours tous les 10 ans peut être bien plus efficace et moins coûteux que de grands ponts qui pourraient s'effondrer tous les 10 ans du fait d'événements extrêmes liés au changement climatique. Pour résumer, l'adaptation est un des grands enjeux du siècle. Son financement, dans les pays en développement, par les pays développés, suscite de très nombreux débats politiques. Les pays les plus affectés ne sont en effet pas ceux qui ont le plus contribué au problème. Les bailleurs de fonds du Nord se doivent donc d'augmenter leur effort dans ce domaine. Aujourd'hui, seulement de l'ordre de 15 à 20% des financements climat des banques multilatérales et bilatérales du Nord concernent l'adaptation. Mais au-delà de cet effort additionnel, se pose la question d'identifier des actions d'adaptation qui font sens, dans des contextes souvent marqués par une très grande incertitude. Savoir prendre des décisions dans l'incertain est sans doute l'une des grandes frontières à explorer pour promouvoir des trajectoires plus durables. L'adaptation nous obligera à innover en la matière. C'est le côté positif de cet immense défi. Merci pour votre attention.